bonsoir et bienvenue dans cette 4e émission du live de la télé du Salon. C'est un anniversaire que nous fêtons ce soir, les 40 ans des éditions Syros, un éditeur engagé qui depuis 4 décennies est ouvert sur d'autres cultures, qui explore des genres littéraires, du thriller à la fantasy, en passant par les albums. Pour dresser le panorama et quelques titres du catalogue, à mes côtés Sandrine Mini. Sandrine Mini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de cette très belle maison d'édition. Et nous allons également présenter un auteur phare de ce catalogue, Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, bonsoir. Bonsoir. À l'issue de cette interview, nous allons retrouver Jérôme Leroy sur le plateau pour une lecture musicale de son dernier roman Fêlure bleue. Il sera accompagné du musicien Antoine Viard. Sandrine, nous allons revenir donc sur quelques lignes du catalogue. D'ores et déjà, on peut dire que vous êtes un éditeur engagé. On vous doit notamment des romans comme Ne vois-tu rien venir ou Quelque chose sur le cœur, qui ont notamment traité du harcèlement scolaire et qui ont eu un très bel écho auprès du public et des plus jeunes. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette dimension très engagée de votre catalogue ? Alors effectivement, l'ADN Syros, le démarrage de cette maison d'édition, ce sont des livres qui vont permettre aux jeunes, aux enfants, de porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Et donc Syros est très connu pour avoir publié beaucoup d'albums, de documentaires et de romans, effectivement, sur des sujets inhabituels et engagés. Et on continue à le faire. Et effectivement, les 2 romans que vous venez de citer, d'Amélie Antoine, trouvent leur public aujourd'hui parce qu'ils abordent d'une manière... par la fiction, des sujets comme aussi douloureux que le harcèlement scolaire, de manière assez exceptionnelle. Les éditions Syros, ce sont également des titres bilingues et des titres ouverts sur d'autres cultures. J'aimerais également qu'on puisse évoquer quelques-uns de ces titres. J'ai notamment avec moi l'un des magnifiques albums qui est apparu très récemment dans votre catalogue. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette dimension interculturelle ? Oui, alors là aussi, c'est une dimension qui est à l'origine de Syros, grâce à Suzanne Buquier, qui a tout de suite publié, donc il y a 40 ans, des ouvrages bilingues, trilingues, ouverts sur d'autres cultures. Et puis, on a renoué avec cette tradition en 2014 avec Tiptong, des romans qui sont en français, qui passent petit à petit en anglais, en allemand ou en espagnol. Et récemment, on travaille avec Dulala, qui est une association montreuilloise qui œuvre justement à valoriser le plurilinguisme, parce qu'un enfant sur 4 en France grandit avec une autre langue que le français. On a publié Comment tu dis, un grand livre en 17 langues, un imagier magnifique et d'autres ouvrages qui permettent de visibiliser beaucoup plus de langues en présence. Dans les années 80 également, Syros est l'un des premiers éditeurs à proposer du roman noir au public jeune. On vous doit notamment l'audacieuse collection Souris noire et puis Rat noir. Pourriez-vous nous dire également quelques mots sur cette incursion du roman noir, puis du polar et du thriller dans le catalogue des éditions Syros ? Alors Syros est, je crois, particulièrement connu pour cette dimension polar et roman noir. Et je regarde Jérôme, puisque c'est un auteur phare de la Souris noire et du Rat noir depuis de nombreuses années. Et effectivement, Joseph Périgaud, dont le premier titre, Qui a tué Minou Bonbon, est toujours au catalogue et qui avait avait surpris à l'époque, puisque c'était l'entrée du noir en littérature jeunesse, avec des auteurs qui venaient du monde de la littérature adulte, et c'est toujours le cas aujourd'hui, avec des collections pour tous les âges. Outre le polar également, Syros, c'est de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire. Alors moi, l'un de mes coups de cœur, c'est Métaux, qui est présent ici, qui a un énorme volume qui vient d'être réédité, il me semble. Et puis également U4. Oui, effectivement, alors Syros a commencé à publier des romans de science-fiction et d'imaginaire beaucoup plus tardivement, mais dans une logique qui était finalement implacable, c'est-à-dire que la littérature de genre permet par une littérature divertissante d'aller questionner les grands enjeux d'aujourd'hui. La science-fiction le fait d'une manière un peu différente, et vous avez cité des titres emblématiques qui ont effectivement très très bien marché. Et puis Jérôme Leroy publie maintenant en imaginaire, donc La Frontière, il pourra peut-être nous en parler, et voilà. Oui, ce sont devenus donc des classiques du genre, et je sais que vous faites également des incursions vers d'autres littératures de l'imaginaire et notamment de la fantaisie.
Ça, c'est pour l'année prochaine. Scoop, donc Syros en 2025, va arriver en fantasy avec la Mandragore de cristal, voilà, dont vous avez la couverture en avant-première. Ça sortira en mars et c'est une grande première pour nous. C'est de la high fantasy et c'est vrai qu'on n'avait pas encore été dans ce domaine-là de l'imaginaire. Syros, c'est également 40 ans d'album. J'ai avec moi un des très beaux titres, Raconte, qui est un hommage, il me semble, aux bibliothécaires et qui a été publié en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Exactement, raconte la véritable histoire du premier rat de bibliothèque, qui est une aventure qui se passe dans la Bibliothèque nationale. Et c'est un véritable hommage aux amoureux de la lecture et du livre et à toutes les bibliothécaires. Jérôme, vous êtes l'un des auteurs phares du catalogue des éditions Syros. On vous doit notamment Loup après tout, qui a marqué une génération de lecteurs. Vous écrivez en littérature générale et en littérature de jeunesse. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire pour la jeunesse et pourquoi avec Syros ? Ce qui m'a poussé à écrire pour la jeunesse, c'est précisément le fait qu'il soit apparu chez Syros une collection de romans noirs et qui n'étaient pas des romans policiers. C'était ça qui faisait toute la différence. C'est-à-dire que c'était du roman policier pour la jeunesse, ça existait, pas le roman noir. Et j'ai fait partie de toute une génération d'auteurs comme Marin Ledin, comme Marcus Malt, qui sont arrivés à la littérature jeunesse parce qu'on est venu nous chercher, parce qu'on était des auteurs de romans noirs adultes, en nous disant qu'on pouvait très bien transposer nos thématiques dans la littérature jeunesse. Et vous allez nous lire un extrait de Fêlure bleue, donc accompagné au saxophone par Antoine Viard. Fêlure bleue, c'est un amour inconditionnel entre Anna et Tristan. Et puis c'est sur un fond de catastrophe climatique, sociale et technologique. C'est un monde futuriste. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce titre qui est, à mon avis, assez emblématique du catalogue des éditions Syros, qui permet de sensibiliser les jeunes lecteurs sur des questions écologiques et sur cet amour également? C'est-à-dire qu'il y a deux choses à prendre en compte quand on veut s'adresser à un public adolescent ou jeune adulte. C'est à la fois alerter sur l'état du monde et ne pas désespérer. Donc il faut tenir les deux morceaux. Et l'histoire d'amour inconditionnel, en plus, va vaincre le temps. Voilà, donc alors qu'il y a un accident temporel. Et est-ce que c'est emblématique de la collection? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le passage du roman noir à l'imaginaire s'est fait assez naturellement. Là, je vois qu'il y a sur la table un livre qui s'appelle Macha, qui était déjà à cheval, qui était officiellement un livre encore étiqueté roman noir, et qui en fait était déjà en partie de l'imaginaire, parce que je pense que la grande force de la littérature de genre et de la littérature de genre pour la jeunesse, c'est sa capacité à faire une forme d'hybridation. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans le même livre un peu de... On parlait de fantaisie et je suis très heureux que Syros s'ouvre à la fantaisie. Par exemple, à la fin de Fêlure bleue, on peut très bien... Certains lecteurs m'ont dit que c'était de la fantaisie, les dernières pages de Fêlure bleue, par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait. Quand on écrit pour la jeunesse plus généralement, ou en polar, ou en imaginaire, c'est de s'apercevoir que de plus en plus, ça a tendance à une hybridation. Merci, et encore très bel anniversaire. Nous partons en cuisine avec Mathias Picard qui va nous donner ses 3 ingrédients pour faire une belle bande dessinée. Mes 3 ingrédients pour partir à l'aventure avec Jean Jambe sont l'observation, l'expérimentation et la transmission. Alors Jean Jambe, c'est un livre en 3 dimensions qui se regarde avec des lunettes bleues et rouges. C'est l'histoire d'un petit lapin qui va descendre au centre de la Terre. Pour faire ce livre, j'ai fait un tas d'expériences et j'ai eu un peu ma petite cuisine et je vais vous en présenter les ingrédients. Alors mon premier ingrédient, c'est l'observation. Il faut savoir que Jean Jambe, c'est un livre silencieux et qu'on ne le lit qu'avec l'observation des images. Et ces images sont en photo. Elles sont prises avec un appareil photo. La toute première page du livre nous montre une île. Et cette île, elle est venue de l'observation d'un caillou que j'avais chez moi, que j'avais ramassé sur un sentier. Et ce caillou, j'ai essayé de le voir autrement. Et avec des choses très simples. J'ai pris du carton que j'ai percé. J'ai ajouté du silicone,
de salle de bain. Et ensuite, j'ai tout simplement inséré le caillou dans le petit trou. Et en cadrant avec l'appareil photo, en rajoutant un décor de ciel, on obtient l'illusion complète qu'il s'agit d'une île. Ce qui est formidable avec la photo, c'est qu'on a un appareil qui va être comme un troisième œil. Donc on observe à travers ce troisième œil. Une fois que j'obtiens l'image qui apparaît, je ressens une grande émotion. Je me dis que c'est possible, ça fonctionne, on a cette illusion qui est là. Et je trouve ça fantastique. Je suis comme émerveillé de découvrir en premier cette image que voilà, je n'aurais pas pu dessiner juste avec mes mains. Mon deuxième ingrédient, c'est l'expérimentation. J'aime beaucoup faire des expériences, je pense depuis que je suis tout petit. Et là, je me suis aventuré dans la représentation d'une grotte avec un matériau qu'on connaît tous, c'est le plâtre. Pour faire cette image, par exemple, j'ai utilisé du plâtre avec du bicarbonate, aussi des allumettes et du papier sulfurisé. Une expérience, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est quelque chose de très enfantin aussi, d'aller chercher à découvrir ce que ça produit, de faire un peu n'importe quoi, d'essayer en cuisine, de faire sa petite tambouille. Et voilà, au final, tout ça est magnifié par le livre et c'est ça qui m'émeut le plus, quoi. Et voilà, ici on a un départ de décor pour créer une grotte avec des champignons géants. Enfin, ils sont géants une fois que j'ai dessiné le petit personnage à leurs pieds. Mon troisième ingrédient, c'est la transmission. Et oui, c'est important pour moi de montrer que les choses ne sont pas faites avec un savoir hermétique. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Quand je fais un livre, c'est montrer qu'on peut aussi tirer son fil soi-même et expérimenter des choses, observer et faire naître nos propres histoires, nos propres regards sur le monde. Par exemple, pour faire une autre scène de gingembre, j'ai tout simplement utilisé ceci. C'est un chou, vous l'aurez deviné. Et j'ai eu cette idée de l'éclairer par en dessous. Et on obtient donc un résultat qui est spectaculaire quand, avec l'appareil photo, on cadre dedans. Et j'ai eu envie d'emmener mon personnage dans ce monde qu'on ne comprend même plus. Il est à la fois végétal, il est cérébral, il est intérieur et extérieur. Pour moi, c'est important de transmettre cette idée que ça ne demande pas une technique incroyable. Moi-même, j'étais pas photographe. J'avais jamais fait ça avant, mais il y a quand même un processus et il faut juste que ce processus, il vous ressemble et que vous alliez chercher ce qu'il y a au bout, ce qui vous intéresse pour une grande découverte, c'est ça que je veux dire. Et voilà, en prenant une feuille de chou, du plâtre, un caillou trouvé par terre ou du silicone de salle de bain, on peut faire tout un album et le partager avec les autres. Et voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Nous nous retrouvons sur ce plateau pour une lecture musicale de Fêlure bleue de Jérôme Leroy avec le saxophoniste Antoine Viard. La première fois que j'ai vu Anna, je l'ai trouvée franchement laide. Ma seule excuse, c'est que j'avais 7 ans. J'étais un petit garçon, égoïste et rêveur. Je sentais que le monde des années 2060, autour de moi, n'allait pas très bien. Mais je n'avais pas les mots pour le dire. Et quand on n'a pas les mots pour dire les choses sont encore plus angoissantes. Alors, je préférais le fuir, ce monde. Je le fuyais à la maison où je me sentais protégé par mes parents, Agathe et Hugo Ravenne. Je le fuyais à l'école où je m'absorbais dans le travail, ce qui faisait de moi le meilleur élève sans trop d'efforts et le chouchou d'Agnès Carla, ma maîtresse de CE1. Je le fuyais chez mes grands-parents paternels, où je pouvais me plonger dans les souvenirs d'une époque qui avait l'air plus rassurante que la nôtre. Ce que je désirais, surtout, dans mon isolement volontaire, c'était d'échapper aux holofeuilles qui diffusaient des images de guerre, de tempêtes, d'inondations, de sécheresse, d'épidémies. Je ne voulais pas voir ces reportages incessants, filmés par des drones, qui montraient toujours les mêmes horreurs. Des hommes, des femmes, des enfants de mon âge qui fuyaient sur les routes, au milieu des ruines,
de villes bombardées ou de déserts où la température dépassait les 50 degrés. Et je ne voulais pas entendre les conversations des adultes. C'est pour cela qu'Anna, plus tard, se moquerait de moi gentiment. « Tristan, mon bel amour, tu auras beau dire, quand je t'ai connu, tu n'étais pas un petit garçon, tu étais une autruche. Tu te souviens quand ces animaux existaient encore? On disait que pour se cacher d'un danger, elle croyait qu'il suffisait de s'enterrer la tête dans le sable. Eh bien, tu faisais la même chose. D'ailleurs, tu fais toujours la même chose. Et c'est peut-être pour ça que je t'aime. Tu as remplacé le monde réel par celui de tes rêves. Et tu m'y as fait une place. Alors, moi aussi, grâce à toi, je me sens mieux. » Elle avait raison. J'avais pris l'habitude de m'enfermer dès l'âge de 6 ans. Je me réfugiais dans 2 chambres qui se ressemblaient. Une chambre que j'avais chez moi et une autre que j'avais chez mes grands-parents, François et Maëva Ravenne. Je regardais les vieilles bandes dessinées du XXe siècle collectionnées par mon grand-père. Il collectionnait aussi des cartes postales anciennes en noir et blanc qui remontaient encore plus loin que les BD. Des cartes postales des années 1900 à 1930. Je les trouvais dans les boîtes à chaussures remplies à ras-bord. Elles représentaient des quartiers de Lille, la ville où j'étais né et où je vivais toujours. Je contemplais longuement, pendant des heures, des gens aux terrasses des cafés, des ouvriers qui sortaient des usines, des tramways bondés, des chevaux qui tiraient des tonneaux, des femmes avec des chapeaux et des ombrelles dans des voitures aux formes élégantes. Je détaillais leurs visages, j'essayais de deviner leurs pensées, quelles avaient été leurs espérances, leurs soucis, leur bonheur. Je me demandais comment ce petit garçon en casquette devant la porte d'une maison en briques d'un quartier ouvrier de Roubaix avait appelé le chat qu'il tenait fièrement entre ses bras. Je n'en avais jamais vu en vrai de chat. L'espèce avait disparu à cause de la leucémie féline qui avait sévi dans la décennie précédant ma naissance, le 18 août 2054. Est-ce à cause du petit garçon au chat de cette carte postale datée de 1919 que j'ai commencé à inquiéter ma famille? Sans doute. Je devais être au CP. En tout cas, c'était bien avant l'arrivée d'Anna dans ma vie. J'avais longuement regardé la carte postale, comme pour entrer à l'intérieur. Et puis je ne sais pas pourquoi, je me suis demandé comment pouvait s'appeler le petit garçon. Si ça se trouvait, il s'appelait comme moi. Ensuite, j'ai essayé de deviner son âge. J'ai estimé qu'il devait être un peu plus âgé, peut-être 8 ou 9 ans. Même en admettant qu'il ait vécu très vieux, cela voulait dire qu'il avait atteint les 100 ans vers 2010. Il était forcément mort à l'heure qu'il est. Et un chagrin immense m'a envahi. Un chagrin d'une brutalité qui m'a fait peur. Il était mort, le petit garçon au chat. Il était mort depuis longtemps, et tout le monde l'avait oublié. Et toutes les personnes que je voyais sur les cartes postales étaient mortes également. Et un jour, ça arrivera à mes parents, à mes grands-parents. On ne pouvait rien contre le temps. Je me trompais. Et la suite de notre histoire, à Anna et à moi, prouvera que j'avais tort. Parfois, c'était Adélaïde Moldovan qui nous emmenait à la mer, du côté de Bredune, tout près de l'ancienne frontière belge, pour la journée. Elle n'avait pas une vieille Beijing Electra, mais une Renault DB Europasport qu'elle aimait pousser à grande vitesse sur l'autoroute de Dunkerque, en doublant à toute allure les lourds camesols coiffés de panneaux orientables sur la cabine de pilotage. Elle roulait tellement vite, parfois, en écoutant Amy Winehouse, une chanteuse du début du siècle, qu'il arrivait qu'un drone de la sécurité routière fasse son apparition au-dessus du toit ouvrant de la voiture et envoie un message qui s'affichait en hologramme rouge sur le pare-brise. Vous dépassez la vitesse autorisée de 30 km/h. Un prélèvement de 250 € vient d'être effectué sur votre compte SecureWatch. Si vous ne ralentissez pas, nous procéderons à la désactivation à distance du générateur d'acier Bloom de votre véhicule et vous devrez attendre sur la bande d'arrêt d'urgence l'arrivée de la police. Adélaïde Moldovan, qui était pourtant la femme la plus courtoise et la plus élégante que j'ai connue,
c'est elle qui habillait Anna à la dernière mode, avait alors eu un geste qui nous faisait rire à l'attention du drone. Elle faisait un doigt d'honneur. « Tristan, je t'interdis de raconter ça à tes parents. » À Brédune, où la mer était plus calme qu'à Ambleteuse, Anna et moi nagions longtemps ensemble. Nous faisions aussi de longues promenades sur la plage. Nous rêvions de pouvoir vivre là pour toujours. Adélaïde Moldovan, qui était une véritable athlète, elle nageait des heures un crawl rapide ou piquait des sprints rageurs sur le sable qui la laissait en sueur. On aurait dit qu'elle avait besoin de calmer quelque chose en elle qui la dévorait. Une colère ou une révolte. « J'ai besoin de me dépenser », disait-elle, quand elle voyait nos regards inquiets ou surpris. « C'est à force de rester chez moi en télétravail. » Dois-je préciser que très tôt, j'ai commencé à regarder son corps souple et musclé en me disant que dans quelques années, Anna lui ressemblerait et que j'avais bien de la chance. Ce n'était pas formulé en ces termes dans ma tête de petit garçon, mais c'était l'idée. Ensuite, elle nous emmenait nous gaver de moules frites dans un restaurant sur la digue. C'était devenu un plat de luxe. Il y avait de moins en moins de moules à cause d'on ne savait quelle bactérie, mais c'était bien meilleur que de la brandade de soja goût poisson. Brédune, je ne le savais pas encore, serait, quelques jours avant la catastrophe, le lieu de mes derniers instants de bonheur avec Anna. Je me rappelle les après-midi sur cette plage, apparaissaient au soleil brûlant de ces années-là, car les effets du grand été, même s'ils étaient moins ravageurs qu'aux États-Unis, se faisaient sentir en Europe et ne s'arrêteraient qu'avec la catastrophe. Sur la gauche, la plage de sable s'étendait presque déserte sur des kilomètres, jusqu'à Dunkerque, et ses digues en perpétuelle réparation. On entendait, étouffé comme dans un murmure lointain, le bruit des travaux. Je pensais à Sisyphe, ce type dans la mythologie qui poussait un rocher sur la pente d'une montagne et qui, chaque fois qu'il était sur le point d'arriver au sommet, laissait s'échapper le rocher. Le rocher dévalait la pente de la montagne et se retrouvait en bas. Sisyphe devait tout recommencer. Et le pire, c'est qu'il savait que la même chose arriverait en haut, qu'il lui serait impossible, encore une fois, de faire passer le rocher de l'autre côté de la montagne, pour être enfin libéré de sa malédiction. Dunkerque, c'était pareil. Tout le monde savait qu'un jour ou l'autre, il faudrait abandonner la ville, qui avait d'ailleurs de moins en moins d'habitants. Elle finirait comme la Nice d'Anna ou l'Atlantide engloutie par la montée des eaux. Beaucoup de gens trouvaient absurde l'acharnement du maire de Dunkerque à sauver sa cité, mais lui disait qu'il ne renoncerait jamais et préférait mourir dans sa mairie seul, comme le reste seul à bord le capitaine d'un bateau en perdition. À droite, vers le nord, la plage continuait dans une courbe douce et dorée, bordée de dunes, jusqu'à La Panne, la première station balnéaire belge, et sa masse d'immeubles en front de mer, dans une brume dorée à cause de la chaleur. La plupart étaient désertés, trop de tempêtes, trop d'inondations. La Panne, c'était presque une ville morte. Parfois, avec Anna et Adélaïde, on y allait à pied. On déchiffrait les enseignes en flamand. On regardait les volets fermés qui rouillaient ou qui pendaient dans le vide à moitié décrochés. Il ne restait plus que quelques petits chiens ou, en restant assis à lire et à jouer aux cartes sur les terrasses des cafés fermés depuis longtemps, des vieux couples. Parfois, à propos de ces vieux couples, Anna me disait qu'elle ne trouvait rien de plus émouvant que ces gens-là qui étaient encore ensemble après tant d'années, qui avaient défié le temps, les catastrophes, les guerres, les épidémies. « Ils ont de la chance », murmurait Anna. « Je ne sais pas si nous aurons autant de temps où nous pourrons être tous les deux, s'il nous en reste. » Je lui disais que si, bien sûr, qu'on s'en tirerait toujours, quoi qu'il arrive. « Tu le crois vraiment, Tristan ?»« Oui, je le crois vraiment. » C'était les seules fois où je mentais à Anna et où Anna savait que je lui mentais et m'en était reconnaissance. Alors, on retournait se baigner. On nageait vers les éoliennes, visibles au large. Et, derrière les éoliennes, vers les îles artificielles qui servaient à ralentir la montée des eaux. On aurait dit la colonne dorsale gigantesque d'un monstre sous-marin. Ces îles artificielles allaient de Calais à Brême, mais elles n'avaient pas empêché la Hollande de perdre la moitié de son territoire, englouti après le passage d'un ouragan en 2065. Maman trouvait ça affreusement moche, ces îles qu'on appelait le collier. Papa disait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils avaient connu, enfants comme grand-père et grand-mère, les plages de la mer du Nord avec un horizon dégagé,
où l'on voyait passer seulement, au loin, les cargos et les pétroliers, et, plus près, les voiles blanches des plaisanciers. Je ne regardais plus les vieilles cartes postales, mais je voyais très bien à quoi cela pouvait ressembler avant la montée des eaux. Pourtant, ces îles d'acier et de carbone, je ne les trouvais pas si vilaines, au contraire. Le soleil et la vapeur d'eau formaient au-dessus d'elles un halo bleuté et scintillant, surtout le soir, quand une espèce de douceur trompeuse nous faisait croire, à Anna et à moi, et elle nous l'a fait croire jusqu'au bout, jusqu'à quelques jours avant la catastrophe, que le bonheur était de l'ordre du possible. Ma seule référence en matière de passage dans une autre époque ou un autre monde, c'était Alice au pays des merveilles. Un livre qu'Anna avait toujours aimé, dont elle disait que c'était bien plus qu'une histoire pour enfants. À peine entré dans la fêlure, je me suis retrouvé en apesanteur, au milieu de nulle part, entouré de bleu, partout. Et je sais désormais que s'il fallait donner une couleur au temps, je dirais qu'il est indigo, comme la mer Égée au plus fort de l'été. Cette impression de flotter a duré pendant plusieurs heures, à mon avis, et ma montre s'était arrêtée à 17h14, à l'instant où j'étais entré dans la fêlure. Ce n'était pas une impression d'ailleurs, mais une réalité. J'ai même réussi à nager dans ce vide qui offrait une résistance pas très éloignée de celle de l'eau. Le plus étrange, cependant, ce n'était pas cet environnement, mais c'était en moi une profonde modification de mon état d'esprit. Je ne peux pas expliquer cela autrement qu'en disant que tout m'était devenu étrangement indifférent. Je visualisais encore parfaitement la mort de Nuage, la première balle, puis la rafale devant la porte d'Apollon. Je savais très bien que cela me concernait directement, mais je voyais la scène de la même manière que lorsque j'allais au cinéma, comme si j'étais un spectateur de ma propre vie, une vie qui me semblait lointaine, incroyablement lointaine, et à laquelle était resté attaché le souvenir d'Anna. Mais maintenant, alors que je me déplaçais dans le bleu, comme un nageur paresseux effectuant un crawl indolent, vers le haut, le bas, la gauche, la droite, même ce souvenir avait perdu de sa consistance. Je savais que je l'avais follement aimé, mais à vrai dire, je ne ressentais plus rien de physique en ce moment précis. Cette boule au ventre, quand vous voyez l'être aimé arriver au bout de la rue, cette impatience qui se traduit par une espèce de picotement sur les pommettes, le cœur qui se met à battre, la paume des mains qui devient moite. Je me suis demandé alors si tout simplement je n'étais pas mort, si moi aussi je n'avais pas été tué en même temps que Nuage sur le promontoire, et si je n'avais jamais pu franchir la porte d'entrée de la fêlure. Si la mort ressemble à ça, et je pensais avec un calme étonnant, ce n'est pas si mal. Oui, la mort ressemblait à un cinéma, ou mieux, à une holofeuille. On pouvait sélectionner en haute définition les moments de sa vie et les regarder quand on le souhaitait pour l'éternité en appuyant sur la touche replay. J'ai ainsi fait défiler les visages de mes parents, de mes grands-parents, d'Agnès Carla, d'Adélaïde Moldovan et bien sûr de Nuage et d'Anna. Je les trouvais incroyablement beaux, ils me souriaient, ils n'avaient l'air ni malades, ni fatigués, mais radieux, comme par une belle journée, dans un jardin touffu où on aurait fait la sieste au soleil. Mais cette sensation de bien-être s'est arrêtée brutalement. D'abord, il y a une baisse très sensible de la température, qui jusqu'ici avait été celle, je ne le comprenais que maintenant, d'un ventre maternel. Je me suis mis à grelotter et c'est là que j'ai eu la certitude que je n'étais pas mort, car les morts ne grelottent pas, ou ne grelottent plus, et n'éprouvent pas toutes les douleurs et les fatigues comme j'éprouvais, en plus du froid, la brûlure des coups de soleil reçus pendant la traversée de l'île ou un début de crampe au bas du mollet droit. Et avec les sensations, le chagrin et la peur sont aussi revenus. Le chagrin pour Nuage qui m'a déchiré d'un seul coup et la peur de rester coincé dans cet univers devenu glacial. C'est là que les choses ont commencé à bouger. L'indigo dans lequel je baignais a été comme traversé d'éclairs électriques et un bruit s'est fait entendre un peu semblable à celui d'un métro s'engouffrant dans un tunnel avant qu'un appel d'air ne m'emporte à toute vitesse. Je ne maîtrisais plus rien, j'ai juste tenté de ne pas apparaître totalement déstabilisé, écartelé,
en adoptant la position d'un plongeur. Mais je n'ai pas réussi. Je me suis retrouvé comme un homme qui tombe d'un immeuble et attend dans la terreur pendant quelques secondes interminables, 20 ou 30 étages plus bas, de s'écraser sur le sol. À ce froid et à cette vitesse démente, s'est ajouté un sifflement de plus en plus fort qui allait, j'en étais sûr, finir par me crever les tympans. J'ai voulu crier, mais l'air s'engouffrait dans ma bouche au risque de m'étouffer. J'ai aussi voulu me mettre mes mains sur mes oreilles, mais je n'arrivais pas à les maintenir. Je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans l'eau. Merci beaucoup pour cette lecture. Le live, c'est fini pour ce soir, mais la télé du salon continue avec les éditeurs Se Livrent, Qui lit d'or et le grand entretien. Moi, je vous retrouve demain avec la pépite de la fiction junior, Maury.